La relation auteur-éditeur est-elle au point mort? La SCAM et la SGDL, la Société des gens de lettres, ont publié aujourd'hui leur 9e baromètre biannuel des relations entre auteurs et éditeurs. Et comme vous avez peut-être pu le voir sur notre site de Livre Hebdo dès ce matin, il n'y a que très peu d'évolution dans les résultats du sondage par rapport au précédent qui datait de 2020. Pourtant, pendant cette période, le dialogue n'a pas été coupé, loin de là, entre mars 2021 et décembre 2022. Un dialogue qui a permis entre auteurs et éditeurs d'aboutir à un premier accord signé juste avant Noël. Alors l'enquête de la SCAM et de la SGDL a été réalisée avant la signature de cet accord, c'est important de le préciser, et c'est aussi important de souligner que de nouvelles discussions ont déjà été entamées dans un nouveau cycle pour avancer notamment sur la difficile question de la rémunération des auteurs, et je suis persuadé que nous y reviendrons forcément durant cet échange. La méthodologie du sondage est la suivante, un questionnaire en ligne qui a été complété par 1033 auteurs, dont 69% ont publié au moins un ouvrage entre 2020 et 2022, avec près d'un sondé sur deux de sexe féminin, 30% de plus de 70 ans, 22% entre 20 et 50 ans, et surtout 67% d'entre eux qui exercent un autre métier complètement différent d'auteur. C'est donc un panel solide. On recense environ en France 50 000 auteurs. Voilà, donc c'est un panel solide qui a répondu à cette enquête début novembre. L'inertie, c'est le titre qu'ont choisi la SCAM et la SGDL pour ce 9e baromètre parce qu'il révèle qu'au global, selon les auteurs, la relation avec l'éditeur ne s'est pas beaucoup améliorée ces dernières années, qu'au niveau du contrat, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Et il y a des taux de rémunération trop faibles et trop disparates selon les genres littéraires. Et enfin, des problèmes d'information entre ces deux maillons très importants de la chaîne du livre. Alors c'est tout cela, et j'espère bien plus, dont on va parler tout de suite avec nos invités autour de ces tables. Merci à vous d'être venus débattre, expliquer vos points de vue divergents, mais parfois que j'espère convergents, évidemment. D'abord, Cécile Thérouanne, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis 2011 le département jeunesse chez Hachette Roman et vous coprésidez la commission de littérature jeunesse au SNE, au Syndicat national de l'édition. Benoît Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué des éditions Glénat et vous êtes le président de la commission BD au SNE. Renaud Lefebvre, vous êtes le nouveau directeur général du SNE en fonction depuis janvier, en remplacement de Pierre Dutilleul qui va quitter ses fonctions dans quelques temps. Merci d'être là pour le côté éditeur. Je suis ravi aussi d'accueillir pour le côté auteur Isabelle Jarry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière et présidente de la commission de l'écrit de la SCAM. Christophe Hardy. Bonjour. Bonjour. Écrivain et président de la Société des gens de lettres depuis 3 ans et coprésident du CPE, du Conseil permanent des écrivains. Et enfin, Hervé Rony, directeur général de la SCAM. Je n'ai pas précisé, la SCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia. Voilà, on va pouvoir commencer d'ailleurs avec vous, Hervé Rony, avant d'entrer dans le détail des problématiques soulevées par les auteurs via ce baromètre. Quel commentaire en faites-vous globalement? Qu'est-ce qu'il révèle pour vous de manière générale sur la relation auteur-éditeur en 2022? Alors, il révèle des tendances de fond parce que vous avez vu, les choses évoluent peu. Alors, parfois, on le verra, des choses qui s'améliorent un peu, d'autres pas. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de négociations et on ne peut pas dire comme ça que le Syndicat national de l'édition serait immobile et sourd à toutes les revendications qu'on a posées depuis des années. Je crois qu'il faut rendre cette justice au SNE et aux organisations professionnelles qu'on a un dialogue qui est aussi constructif que possible. En même temps, moi, ce qui me frappe, et c'est un peu un paradoxe, c'est pour ça que on a parlé d'inertie plutôt que d'immobilisme, c'est parce qu'il y a, me semble-t-il, et nos amis éditeurs nous diront si on se trompe complètement, mais l'impression souvent qu'au fond, le monde de l'édition, qui lui-même a à faire face à de profondes évolutions, il faut le reconnaître, rien n'est jamais facile, et pas plus pour eux que pour d'autres, mais il y a une forme d'inertie en ce sens, et c'est un peu l'intitulé quand je vous disais, qu'on a un peu le sentiment qu'il faut sans arrêt pousser les feux pour que le monde de l'édition donne le sentiment, en tout cas,
de sortir de ce qu'il a toujours été. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et là, il y a une profonde inertie dans le monde de l'édition, qui est à la fois un monde très dynamique, en ce sens qu'on en parlait à l'instant, beaucoup de livres sortent, etc. C'est-à-dire une des questions, hein, sortir des livres, oui, mais dans quelles conditions? Moi, ça, c'est un point de vue personnel, je n'engage que moi. Mais c'est un vrai sujet. Il ne suffit pas de publier un livre pour dire c'est formidable. Et c'est là qu'on voit que le baromètre révèle quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous regardez la partie, justement, échange entre et forme d'échange intellectuel au moment de réfléchir à un manuscrit, de le rédiger, de l'éditer. Vous regarderez que dans le baromètre, les choses se passent plutôt pas trop mal. Mais qu'ensuite, et c'est là qu'il y a une vraie question, dans le suivi contractuel, dans l'économie du dispositif, il y a là un malaise qui reste et qui, à mon avis, se renforce. D'une fait, par exemple, je me suis envie de l'expliquer un peu, mais il n'a pas besoin de mes explications à Vincent Montagne, où je lui ai dit que non seulement dans le livre, mais dans d'autres secteurs, le président du SNE, il y a la précarité est vécue de façon de plus en plus insupportable. Alors, on n'apprécie ou pas ce sujet, c'est un fait objectif. La précarité est de plus en plus forte. Et je dirais la dernière chose, c'est que, quoi que disent les éditeurs, la rémunération tendanciellement baisse. Elle baisse tendanciellement. Elle ne baisse pas qu'en France. Il y a une étude de l'International Authors Forum qui montre bien qu'il y a une difficulté générale. Donc c'est ça qui est frappant. Donc je ne parlerai pas d'immobilier, je parlerai de difficulté à faire bouger les choses. Regardez la gestion des comptes. C'est quand même, ça fait très longtemps qu'on le dit, c'est quand même frappant que des éditeurs, par eux-mêmes, ne soient pas là en train de se dire « oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ». Donc il y a une question de transparence, et c'est ça moi qui me frappe. Eh bien, on va en parler. Mais j'aimerais tout d'abord vous poser cette question-là, Renaud Lefebvre. Vous, c'est votre premier baromètre. Oui. Comment vous l'avez accueilli ? Écoutez, je pense que c'est effectivement un moment important et puis c'est surtout très intéressant d'être en situation de débattre avec de la matière, avec les chiffres qui ont été réunis par cette enquête. Mais vous me permettrez d'en avoir une lecture peut-être un peu différente parce que, alors évidemment avec un regard de novice, j'ai regardé ces chiffres et effectivement, comme on l'a dit, quand on regarde des comparaisons entre 2022 et 2020, on voit des micros écarts. En revanche, j'avais besoin de le faire, quand on prend un peu de recul et quand on se reporte non pas à 2020 mais à 2013, là, on voit des vraies tendances. Avec un peu de recul temporel, on voit des tendances et on voit une première tendance qui est une tendance assez sensible à l'amélioration de la note globale. L'élève éditeur en contrôle continu dépassait à peine les 10 sur 20 il y a 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait décrocher sa mention assez bien en dépassant un peu les 12 sur 20. Après, quand on regarde de manière un peu plus détaillée, on a effectivement une assez grande disparité entre les niveaux de satisfaction des auteurs. Effectivement, l'amont de la filière, le travail sur la collaboration. Encore une fois, un niveau élevé, mais un niveau qui s'améliore, 4 points en 10 ans. Et sur l'aval de la filière, qui est effectivement un des points de friction, où on part de beaucoup plus bas, notamment dans le regard qui est porté sur la diffusion, là, on a des progressions qui sont spectaculaires, puisqu'il y a 17 points d'amélioration en 10 ans sur le jugement que les auteurs portent sur la diffusion. Donc encore une fois, replacer ces chiffres dans une temporalité plus longue permet, à mon avis, de lire des évolutions qui sont plus notables. C'est d'ailleurs des éléments de commentaire qui auraient pu être associés à la diffusion anticipée de ces chiffres, puisque nous avions compris que la communication qui serait faite sur ce baromètre pourrait se nourrir du contradictoire livré dans cette table ronde. C'est peut-être un peu tard pour un certain nombre de communications. Juste un point pour dire justement que moi je ne vais pas adhérer au parti pris éditorial de choix de titre sur cette enquête. Je pense que parler d'inertie, ce n'est pas rendre justice au travail que vous avez fait tous, auteurs, éditeurs, au cours de ces 10 dernières années. Encore une fois, ils se traduisent dans les chiffres. Et ça ne rend pas justice surtout au travail qui est engagé. Alors, le travail qui est engagé effectivement dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord de décembre. Je crois que tout le monde est déterminé à ce que ça porte des effets significatifs sur moyen long terme. Et puis surtout dans ce qui reste à faire. Et ce qui reste à faire et qui va viser précisément les points de friction et les points d'insatisfaction des auteurs. Il y en a évidemment 2, vous en avez cité un troisième, mais il y en a 2 sur lesquels je viendrai. Le premier, c'est la question de l'information sur les ventes. 9 auteurs sur 10 disent ne pas être informés régulièrement sur les ventes. C'est la raison pour laquelle on travaille avec
détermination pour arriver, à travers le projet mal nommé de book tracking, mais d'arriver à remonter et à donner accès à des données de vente réelles aux auteurs de manière très large. Et puis c'est également, comme vous l'avez cité, le nouveau cycle de discussion qui s'engage sous l'égide du ministère de la Culture, avec un programme de travail sérieux sur un certain nombre de points qui sont des points d'insatisfaction, notamment en matière d'information des auteurs. Donc moi, je ne vois pas d'inertie, je vois une trajectoire. Je pense que notre travail en commun et le dialogue pourraient faire en sorte que cette trajectoire devienne une dynamique. C'est ce qu'on va essayer de faire en suivant les thématiques mises en exergue par le baromètre. Vous les avez évoquées au niveau du global. On va rentrer dans le détail. Et je vous propose déjà de commencer avec les contrats. Ce n'est pas nouveau. Et pourtant, il n'y a pas d'évolution sur la lisibilité des contrats d'auteurs. Un sondé sur 5 donne une note de 4 ou moins sur 10. Alors en effet, ils étaient 22% en 2020. C'est à l'image du baromètre. Les mécontents baissent très légèrement. Qu'est-ce que reprochent exactement, je me tourne vers vous Isabelle Jarry, qu'est-ce que reprochent exactement les auteurs au contrat avec les éditeurs ? Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de reproche, mais c'est plutôt un ressenti en fait. Je pense que le contrat, c'est vraiment le point sur lequel les auteurs ont assez peu de prise et aussi peut-être l'angle obscur de leur relation avec l'éditeur parce que c'est du droit. Un contrat, c'est un outil juridique. Et en fait, ce qui ressort du baromètre, c'est que les auteurs, une majorité d'auteurs, enfin je crois que c'est 50% exactement, considèrent que leur contrat n'est pas assez clair et pas assez explicite. C'est-à-dire en clair, il n'est pas lisible pour eux. Et ça, c'est d'ailleurs intéressant de voir que la relation intellectuelle avec l'éditeur, ça va plutôt bien. Mais dès qu'on parle contrat, c'est-à-dire droit, là, il y a peut-être le sentiment qu'on n'est pas au niveau, qu'on ne peut pas lutter avec un service juridique constitué, qu'on n'est pas armé. Et d'ailleurs, 40%, c'est ce que révèle le baromètre, des auteurs font appel à un tiers. Alors, une société d'auteurs, que ce soit la SCAM, la SGDL, parfois un avocat, un agent, pour consolider leur contrat, pour vérifier qu'il n'est pas en leur défaveur ou qu'il n'y a pas des points qui leur ont échappé. Et ça, je pense que c'est vraiment... donc, ce n'est pas véritablement un reproche, parce que l'auteur sait qu'il doit signer un contrat, et en même temps, évidemment, il a toujours le sentiment que, n'étant pas à armes égales, il peut éventuellement se faire avoir, ou même ne pas défendre des droits qu'il aurait pu négocier un peu mieux, etc. Donc là, je crois que c'est vraiment... encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est un sentiment, peut-être, c'est là où on va dire que le contrat est l'endroit où l'auteur sent plus qu'ailleurs le déséquilibre entre sa position solitaire et en face de lui l'institution éditoriale. C'est un sentiment, un ressentiment du coup sur le contrat. Il n'est pas nouveau. Est-ce que chez les éditeurs on en a conscience et on peut essayer d'améliorer ça? C'est très difficile le sentiment. C'est pas palpable, pas concret. Peut-être deux mots de réponse. Je crois que c'est à Napoléon qu'on prête le fait que les constitutions devaient être courtes et obscures. Les contrats sont censés être clairs et complets. Et il y a une tension évidemment dans ces termes. On l'a dit, c'est du droit. On a un droit qui se complexifie avec des obligations de mention express. Donc ça allonge évidemment considérablement les contrats. Je pense qu'à tout prendre, il vaut mieux qu'il soit complet et qu'après, il y aura un travail, évidemment. Il y a sans doute un travail d'édition à faire sur le texte de contrat au-delà de la matière produite par les juristes, de sorte qu'il soit effectivement plus intelligible. Mais c'est le droit qui fait la complexité des contrats et pas les éditeurs. Benoît Pollet. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que Renaud vient d'exprimer, en fait, l'enjeu de l'éditeur vis-à-vis de son auteur, c'est aussi d'être complet, c'est-à-dire d'exprimer tout par écrit, ce que l'exploitation de l'œuvre permet. Et donc effectivement, puisque vous le savez que dans notre réglementation, ce qui n'est pas écrit n'est pas cédé ou n'a pas lieu d'être exploité. Et donc c'est ça aussi qui rallonge les contrats, qui les rend peut-être parfois complexe à lire, mais je tiens à dire par rapport à ça aussi que les éditeurs, normalement, sont là aussi pour expliquer tout ça à leurs auteurs et d'être dans une relation de bonne foi et de transparence par rapport aux notions parfois juridiques, et vous avez raison de le souligner, il y a des notions qui sont complexes à comprendre, et moi-même, je suis dans l'édition de livres depuis 6 ans.
Avant, j'étais dans l'édition de presse, qui n'était pas tout à fait de la même façon. Et donc, effectivement, la première fois que j'ai eu affaire au contrat d'édition de livres, j'ai dû essayer de rentrer dedans pour comprendre toutes les subtilités qu'il pouvait y avoir dans ce contrat liées à notre droit. Voilà. Et je pense que l'enjeu de l'éditeur, effectivement, c'est aussi d'être en transparence par rapport à ça vis-à-vis de son auteur. C'est peut-être ce qui manque, justement. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, je pense. Mais pour compléter ce que dit Benoît Cécile et Thérouanne. revenir sur ce que vous disiez, Isabelle Jarry, je pense qu'effectivement, le contrat, c'est le lieu de transformation de la relation de l'éditeur à l'auteur, parce que c'est le moment où l'auteur confie ses droits. Par définition, le contrat, c'est le moment où on confie à l'éditeur pour une édition à compte d'éditeur et plus à compte d'auteur son œuvre, et qu'il faut articuler ce moment-là, et que ça peut être celui où on bascule de l'amont à l'aval, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça se passe bien avant, puis à partir de ce moment-là, ça se tend, et comme le disait Benoît, l'éditeur est censément capable de répondre, ou sinon de demander des compléments. Mais la complexification que mentionnait Renaud est patente avec l'arrivée du numérique, avec la séparation du contrat audiovisuel qui a été acquise en 2014 et qui a été une vraie avancée, mais en même temps, un moment où il y a eu 2 contrats plutôt qu'un, et donc chacun est devenu aussi gros que ce qu'ils étaient à eux deux préalablement. Donc ça s'est d'autant plus complexifié. Christophe Hardy. Compléter de ce que vous dites, sur ce que dit Isabelle, il me semble que dans l'imaginaire de l'auteur, quand il signe un contrat d'édition, il pense livre papier, éventuellement livre numérique, mais il a vraiment ça dans son imaginaire. C'est ça qu'il vit, c'est sa perspective. Or, signer un contrat d'édition, c'est signer aussi un contrat de cession aujourd'hui, et un contrat de cession avec toutes les cessions possibles. Et c'est à mon avis là que se situe à la fois le sentiment de faiblesse, parce qu'on cède énormément, et en général pour toute la durée de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire toute sa vie. On ne sait pas quelle est la durée, plus 70 ans, mais aussi on cède sur un périmètre de cession qui est extrêmement étendu. Et là, je pense que l'auteur se rend bien compte, sans mesurer ce sur quoi il s'engage, qu'il s'engage sur énormément de choses. Et je pense que là, c'est là que les choses se complexifient. Je rajouterai une chose, alors ça doit dépendre des maisons d'édition, parce que je ne vois pas tous les contrats circuler évidemment, mais il y a ça aussi, par exemple, le contrat d'adaptation qu'on fait signer simultanément, quelque part, de votre point de vue, ça vous paraît logique, mais d'un point de vue de l'auteur, non seulement il va céder tous ses droits, mais en plus, par une espèce de mécanique de simplification chez vous, on signe le contrat d'adaptation en même temps. Eh bien non, parfois... Oui, mais c'est pas automatique. De plus en plus, c'est bien mentionné dans le baromètre que beaucoup d'auteurs ne le signent pas. Non, parce que, oui, on est d'accord, mais si vous voulez, c'est vrai que le sentiment, vous cédez vos droits pour 60... Enfin, c'est une cession complète, à part les droits en gestion collective obligatoire, et c'est vrai que j'ai regardé les contrats, il y a des observations qu'on peut faire, que la SGDL a fait, etc., sur les contrats. Il y a une tendance aussi, quand même, historique, à en demander de plus en plus. Et il y a plein d'ambiguïtés sur la promotion, sur la commercialisation, sur la correction du manuscrit, etc., etc. Enfin voilà, c'est-à-dire que de proche en proche, on en rajoute pas mal. Tout ça fait que c'est le sentiment du déséquilibre. C'est-à-dire, c'est le moment où effectivement, vous venez de le dire très bien, il y a le sentiment du déséquilibre qui se crée à ce moment-là. Alors justement, juste pour rebondir aussi là-dessus, je pense effectivement le déséquilibre que vous évoquez n'est pas tout à fait pareil, ou ne veut pas dire exactement la même chose que la lisibilité. C'est-à-dire qu'en définitive, ce que nous voulons, nous éditeurs, c'est effectivement exprimer les choses dans les contrats. Ces cessions que vous évoquez, qui vous semblent parfois excessives, mais pour l'éditeur, non, parce que si l'éditeur le fait de bonne foi, c'est qu'il est capable d'expliquer pourquoi il demande ces cessions-là à son auteur. Donc, c'est ça, effectivement, ça peut nuire à la lisibilité, parce qu'on va prévoir différents cas et on va essayer d'expliquer pourquoi ces cas-là, etc. Donc, il y a un problème de lisibilité venu de là. Mais ce n'est pas tout à fait le même registre que le déséquilibre que vous évoquez. Entre la lisibilité et le déséquilibre, c'est deux choses différentes pour moi. Nous notre souhait, c'est fondamentalement que les auteurs signent en connaissance de cause. Enfin, je pense que tous les éditeurs qui font leur travail correctement essayent de faire en sorte que l'auteur signe en connaissance de cause et de bonne foi ses contrats. Donc, de soit capable de comprendre pourquoi on demande ça. Signer sous la contrainte. Voilà, c'est ça. Avec une liberté de juste préciser. De s'y opposer. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans ce
cas-là, mais il y a quand même des éditeurs qui font signer des contrats avec cession très large et on cède sur des droits qui ne seront jamais exploités. Et l'éditeur le sait parfaitement. Donc, enfin, il le sait parfaitement parce que c'est pas son métier, parce que c'est pas son. Et puis, on peut tout à fait imaginer aussi que le contrat d'édition existe tel que, avec un certain nombre de cessions, et prévoir des avenants ultérieurement, au moment où la Mais là-dessus, il peut toujours y avoir un dialogue, de Bien toute sûr, façon. De la même absolument. manière qu'il peut y avoir une pédagogie pour expliquer ce qu'on cède, il peut aussi y avoir un dialogue, éventuellement via le relais d'un agent quand c'est le cas. Mais pour revenir à la question de la cession des droits audiovisuels, c'est mentionné dans le baromètre, c'est la moitié des auteurs le signent, donc la moitié ne le signe pas. Et donc, précisément, en 2014, ça a bien été séparé pour éviter cet amalgame de dire c'est un contrat d'édition. Le premier objectif, c'est une exploitation papier numérique avec un accord faisant qu'on pouvait rediscuter des taux tous les 2 ans sur le numérique en fonction des changements d'assiette et autres. Donc il y a quand même eu vraiment de la part des éditeurs une volonté aussi de clarifier ça et de, comme le disait Benoît, de rester dans quelque chose de plus clair, mais juridiquement complexe dans la formulation. Et par ailleurs aussi, par rapport aux droits qui seraient signés, qui ne seraient pas exploités, je crois que là aussi, il faut faire attention aux moyens qui sont engagés par les éditeurs et le résultat que ça produit. C'est-à-dire qu'objectivement, quand on signe avec un auteur une cession de droit, c'est qu'on s'engage à mettre les moyens humains ou l'énergie pour que ces cessions de droit aboutissent. Voilà. Les résultats qui sont produits sont autre chose. Ce sont liés aussi au marché étranger, au merchandising, aux producteurs de cinéma, etc. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, si on signe ces droits-là, c'est parce qu'on sait qu'on met en face, nous, des équipes pour pouvoir aller vendre ou céder ces droits dans les différents marchés dans lesquels on souhaite les avoir. Voilà, je crois que l'idée, c'est vraiment ça. Alors effectivement, après, ça ne produit pas forcément des résultats tout de suite, immédiatement, et parfois, ça n'en produit pas. Et là où il peut y avoir un réel défaut qui, pour le coup, est bien souligné par le baromètre, c'est qu'il n'y a pas assez de communication et que la légitime attente des auteurs d'une communication et d'un compte rendu, même des actions, des initiatives prises, elle est légitime, cette attente. Le partage de l'information. Mais elle est complexe à satisfaire. D'autant plus que le marché évolue, enfin, le monde de l'édition évolue, les usages des consommateurs évoluent, il y a des tas de nouvelles formules. L'impression à la demande. Voilà, c'est à ça que je pensais. Ça, ce n'est jamais dans les contrats. Comment concrètement, comment est-ce que ça peut s'intégrer dans les contrats d'auteurs ? Alors, j'avoue que sur ces questions-là, moi j'étais un peu surpris de voir l'impression à la demande apparaître dans la rubrique droits dérivés. L'impression à la demande, c'est pas une cession de droit, c'est pas des droits dérivés, c'est un procédé de fabrication. C'est un procédé de fabrication. C'est un procédé de fabrication. Ça n'est jamais explicitement précisé dans le contrat. C'est un procédé de fabrication qui maintenant appartient à la palette des procédés de fabrication qui sont ouverts aux éditeurs, qui permet d'assurer, de maintenir la disponibilité de fonds de catalogue. Avec des ouvrages de bonne qualité, avec d'ailleurs un cercle qui peut être vertueux en matière environnementale. Ça, c'est quand même une évolution de fond sur le métier, à savoir le fait que progressivement, les éditeurs ont maintenant une palette de solutions de fabrication qui vont de la rotative au tirage en petite série jusqu'à la production unitaire. Et c'est sans doute quelque chose qui est appelé à se développer, notamment pour des questions de responsabilité environnementale. Oui, mais ça, pour un auteur, c'est irrecevable comme argument. Parce que vous allez avoir un ouvrage qui est une version quand même un peu dégradée par rapport à votre version papier initiale, et vous cédez vos droits éternellement, puisqu'on pourra faire cette impression à la demande et la réaliser sans que jamais votre titre ne soit retiré du catalogue, même si on en vend un par an. Or, dans le contrat, il est quand même précisé que votre ouvrage doit être disponible sans interruption pour que le contrat reste valide. Or ça, cette nouvelle technologie de l'impression à la demande fait qu'en réalité, vous ne pouvez jamais reprendre vos droits, même si votre livre... Et ça permet d'une certaine manière à l'éditeur de conserver au catalogue, et on le sait bien, la richesse d'un éditeur, c'est quand même son catalogue aussi. Et ça, vous voyez, ce sont des petites dispositions que l'auteur découvre quand ça arrive. Son livre est épuisé, mais on peut le trouver en impression à la demande, etc. Et là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de disposition et qu'en réalité, il est lié de manière infinie
ad vitam aeternam. Alors après, il peut y avoir des questions de maîtrise et de maturité sur ce genre de procédé. Quand l'impression à la demande est optimisée, elle peut, et dans certains cas, elle est totalement transparente pour tout le monde. C'est-à-dire que l'ouvrage est maintenu au catalogue, au même titre pour le libraire. Il n'est même pas fait mention d'ailleurs que l'ouvrage va être fabriqué en impression à la demande, et la commande du libraire va déclencher l'impression de l'ouvrage. Oui, mais on a l'impression, en vous écoutant, justement, que ce dialogue-là, il y a des incompréhensions côté auteur, côté éditeur, finalement. Est-ce que vous, au SNE, il y a un guide des bonnes pratiques sur l'impression à la demande qui pourrait être mise en place, ou pas d'ailleurs, mais pour arriver à faire comprendre... Mais visiblement, la satisfaction, elle se situe au niveau physique de l'objet final. C'est-à-dire que vous dites que l'objet est dégradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on imprime un livre à la demande, on ne voit pas la différence entre un roman imprimé à 5000 exemplaires et un roman imprimé à la demande. Ah si. Moi, j'en produis des textes imprimés à la demande et je ne vois pas la différence quand moi, je les reçois. J'ai eu 2 exemplaires d'un livre en édition initiale et de l'impression à la demande. Je peux vous dire que c'était c'est pas le même papier, c'est pas la même couverture, c'est pas le même grammage, c'est pas le même livre. Et puis surtout, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas reprendre ses droits, qui est quelque chose qui se fait assez couramment. Enfin, moi, il m'est arrivé sur certains de mes ouvrages. On va y revenir là-dessus. J'aimerais juste qu'on termine le point sur les contrats. Vous avez signé justement après l'enquête menée. Vous avez signé en décembre avec les auteurs la reddition des comptes qui doit intervenir 2 fois par an plutôt qu'une, comme ça avait été fixé en 2014. Quels sont au CNE vos objectifs pour que l'ensemble de vos adhérents détiennent les bonnes pratiques pour la reddition des comptes? Parce que je crois, côté auteur, qu'il y a encore des problèmes pour recevoir la reddition des comptes. Ou du moins la rémunération associée. Oui. Le baromètre pointe, effectivement, il y a toujours un problème de reddition de comptes pour certains auteurs. Spontané n'est pas encore bien établi. Là, il y a 2 sujets. Il y a ce qui est dans l'accord de décembre 2022 sur la double reddition annuelle, et puis il y a les pratiques. Après, la reddition des comptes, elle est de droit et elle est obligatoire, et personne ne peut en aucune manière accepter qu'elle n'ait pas lieu, et encore plus, le versement des droits. Donc là, la question, je pense que là-dessus, elle ne donnera pas débat entre nous sur la question. Après, sur le passage en reddition semestrielle, c'est un travail qui est très important, qui est un travail qui est assez considérable pour un certain nombre d'éditeurs. Des grands éditeurs, parce que ça impacte de manière lourde des systèmes de gestion complexes et très intégrés, et des petits éditeurs qui font très souvent ce travail à la main, et sur lequel le passage à 2 redditions annuelles aura certainement des conséquences en termes d'organisation lourdes. Et ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, c'est de regarder quelles sont les solutions existantes sur le marché. Certains petits éditeurs travaillent sur ces questions. On est en train de regarder aussi quelles sont les solutions logicielles qui pourraient être déployées de manière à ce que la reddition des comptes se professionnalise et s'outille au maximum. Ça sera certainement nécessaire. On a un délai de 5 ans pour passer. Voilà, on a un délai de 5 ans pour passer dans cette reddition. 5 ans à partir de la signature de l'accord. Voilà. Et ce travail-là, il est engagé. On a une réunion la semaine prochaine avec un des principaux offreurs de logiciels pour regarder comment les solutions sont susceptibles de se déployer le plus largement possible. Ce sont des évolutions administratives lourdes. Il ne suffit pas de dire tiens, il faut 2 relevés par an pour que tout de suite on arrive à mettre en place 2 relevés par an. Ça fait quand même. Moi, je suis arrivé à la SCAM en 2011. Oui. Le sujet était déjà sur le tapis. Je veux dire, j'entends, parce qu'on entend souvent dire ah ouais, mais alors dans les grandes entreprises du livre, c'est lourd, vous comprenez ça. On a tellement d'ouvrages, c'est tellement lourd. Et dans les petites, on dit ah oui, non, mais c'est des petits producteurs, il faut les protéger, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a un moment donné, là, je suis assez sévère sur le sujet, parce que je considère que c'est le b.a.-ba de votre métier. Là, je dois dire que c'est un sujet qui parfois me hérisse encore plus que d'autres. C'est le b.a.-ba de votre métier. C'est-à-dire,
je ne comprends pas comment vous pouvez imaginer publier un ouvrage sans rendre des comptes aux auteurs. Ça, c'est quelque chose, et ça fait 12 ans quand même. Moi, je suis plus... Oui, mais vous le faites. Oui, mais là, vous le faites. Et il faut encore 5 ans. Donc ça, c'est bien, on a réussi ça. Mais sincèrement, le jour où vous y arriverez, vous allez... Oui, mais on le fait une fois par an. Oui, il y a d'autres secteurs où on le fait déjà 2 fois, il y a des secteurs où on le fait pas bien, je suis d'accord. Mais honnêtement, c'est très important parce que c'est vraiment un des nœuds qui va permettre, je suis persuadé, de désamorcer une fois pour toutes un certain nombre de tensions. Donc je suis un peu vif là-dessus, parce que je trouve que même déjà 5 ans, j'ai trouvé qu'on était, personnellement, je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que quand je suis arrivé en 2010, le sujet était exactement le même. On a fait en 2 fois, on a réussi à obtenir plus ou moins, une réédition annuelle, plus ou moins, puisque ça n'est pas encore fait. Il faut que l'auteur arrête pas de le réclamer, dans certaines maisons, pas toutes. Et là, on en est à 2. Je suis d'accord que 2, c'est lourd, je suis d'accord, mais il y a un moment donné, on a envie de vous répondre. Hein, on a envie de vous répondre, bah oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vous dise, moi, à la SCAM, je dépense de l'argent pour payer des droits à 50 000 auteurs. Hein. Alors, juste, si vous permettez, ne soyez pas vif. Non, mais ne soyez pas vif avec les gens qui sont autour de la table, parce que si nous, on est là, c'est parce qu'on est assez convaincus qu'il faut faire des rééditions de comptes. Attention, c'est pas dit personnel. Attention, mes remarques sont générales, bien entendu. Non, mais c'était juste pour... Bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, surtout, c'est que, évidemment, les rééditions de comptes, nous sommes tout à fait acquis à la cause, et comme le disait Renaud, encore plus, et au paiement des droits, évidemment, c'est le b.a.-ba, comme vous le dites. Et vous disiez à juste titre, parce que c'est ça, en fait, sur lequel je voulais intervenir, il y a aussi des genres éditoriaux pour lesquels ces rééditions semestrielles ont déjà été mises en place. Donc, il y a des avancées. Oui, on est sur des avancées lentes, ok, mais il y a des avancées, et que là, on vient de signer un accord il y a quelques mois, et que cet accord, on va essayer de le mettre en place le plus vite possible, tout en tenant compte des problématiques que ça pose dans les maisons d'édition. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà. Et après, il existe, et ça, Renaud peut en parler mieux que moi, mais il existe une commission au SNE qui peut être saisie en cas de non-paiement et d'absence de reddition de compte. C'est-à-dire que le SNE peut tout à fait intervenir à ce titre-là. Sans être le policier des éditeurs, ça peut être vraiment quelque chose à faire. C'est d'ailleurs aussi un des objectifs des discussions qui se sont engagées, de mettre sur pied, à une échelle plus installée, une instance de médiation qui permette de porter, de soulever des difficultés d'application sur les contrats d'édition. Et je pense que c'est important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent de l'entendre, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément su. Là aussi, il y a une communication à effectuer. On a pris énormément de retard et j'aimerais qu'on puisse passer. C'est important de revenir sur cette commission de conciliation, c'est important parce que là on est dans l'illégalité en fait. On pourra le pointer, mais le fait qu'elle soit pas là depuis des années, ça pose vraiment problème de l'égalité pour les recours éventuels. C'est au programme de travail du premier semestre du cycle de discussion qui s'est engagé. Alors justement, vous parlez du cycle de discussion, on passe à cette deuxième thématique et il en est question dans ces discussions-là au ministère de la Culture. C'est évidemment la rémunération des auteurs. La moitié des contrats en littérature générale prévoit un taux de droit d'auteur moyen de 9%. Ils sont encore 11% des auteurs à déclarer une rémunération sous la barre des 5%. Une première question pour commencer. Comment sont calculés les droits d'auteur ? C'est-à-dire oui, les droits d'auteur sont calculés sur le prix de vente public hors taxe des ouvrages, en multipliant ce prix de vente par le volume des ouvrages vendus et le taux appliqué au contrat. Je vais vous demander de reformuler la question, parce que c'est... la règle mathématique. L'éditeur, en fait, votre éditeur, il a 2 leviers. C'est lui qui fixe le prix du livre, c'est la loi sur le prix unique, et puis il fixe le taux de rémunération dans le contrat. Et vos droits d'auteur dépendent de votre taux de rémunération et du prix unique du livre. Enfin, ensuite, il y a des paliers. Je voudrais juste un peu amender ce que vous dites. Il fixe le prix de vente du livre. Et ils discutent du taux de rémunération. Ils négocient le taux de rémunération. Ils discutent et négocient le taux de rémunération. Certains auteurs, mais ils sont peu nombreux, arrivent à négocier des taux de rémunération. Mais c'est très très marginal. Les taux de rémunération en général sont pas automatiques, mais il y a très peu d'auteurs qui arrivent. Certains
auteurs, gros vendeurs arrivent en plus avec un agent souvent à négocier des taux de rémunération et des paliers de rémunération, mais en général un auteur, il ne négocie pas et les paliers qui lui sont proposés aussi ne correspondent pas à une réalité. Non, mais alors là pour le coup, je peux parler du genre que je connais bien. Je crois que quand même, quel que soit évidemment le phénomène que vous évoquez existe. Les gros vendeurs ont plus de facilité à imposer des conditions. Ça, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt là-dessus, c'est sûr. Mais néanmoins, je crois qu'il y a des discussions qui s'engagent même avec des auteurs, soit des jeunes auteurs qui commencent, soit avec des auteurs effectivement qui ont atteint qui ont fait moins de succès ou des ventes moins importantes. Je pense qu'il y a quand même des vraies discussions qui s'engagent. Voilà. Alors, après, dans un cadre, je suis d'accord avec vous, parce que le cadre en fait est déterminé par l'économie du livre. Voilà. Donc il est déterminé par la valeur qui se dégage de la vente d'un livre, voilà, et du marché dans lequel on est et du genre dans lequel on est. Donc il y a un cadre. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Et c'est dans ce cadre-là que se reproduisent certains schémas. Mais le taux peut varier d'un auteur à l'autre. Ça traduit aussi à la question des avaloirs. Non, mais je veux dire, c'est différent mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même aussi la question du montant. Non, mais je suis d'accord, je veux pas mélanger les deux, mais il y a la question de la valoir qui tient compte des ventes escomptées par l'éditeur. Comme il a tendance à baisser, voilà, comme il a tendance à baisser. Juste pour compléter, je suis assez d'accord avec ce que dit Benoît, mais les auteurs qui négocient leur taux aujourd'hui, c'est, je crois majoritairement sur les paliers. Vraiment là, de plus en plus, on arrive à vraiment négocier en disant, là, vous me proposez des paliers qui sont inatteignables, enfin qui ne sont pas réalistes. Et là, je pense qu'on peut... Parce que là, c'est comment dire, collaborer au succès éventuel du livre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Enfin, et là, je pense qu'il y a effectivement une marge de négociation. Mais au départ, le premier taux, c'est minoritairement négociable en fait. Et on pourra en parler, les différents genres en littérature. Je reviens juste sur la nuance apportée par Benoît. Je pense que c'est peut-être minoritairement négocié, mais c'est quand même négociable. Je pense que l'éditeur peut toujours entendre une requête. Après, c'est pas forcément accepté, mais je ne vois pas que dans l'interprofession, il y ait un veto absolu et dans le dialogue avec l'auteur, il peut y avoir une place à la négociation. Après, son aboutissement n'est pas toujours garanti. Pourquoi le taux, encore une fois, est différent entre le numérique et le papier aussi? Enfin, ça, ce sont des questions... concrète. C'est une vraie question. Pourquoi Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une différence de taux entre l'exploitation numérique et l'exploitation papier? Mais parce que la valeur dégagée par une vente numérique et la valeur dégagée par une vente d'un livre imprimé n'est pas la même. Et donc du coup, je pense que en fait, c'est essentiellement lié à ça. Alors, et le marché excusez-moi Christophe, et le marché n'est pas le même non plus. Les ventes numériques et les ventes papier ne sont pas du tout sur les mêmes volumes et les mêmes proportions. Donc c'est un peu tout ça qui justifie. Que la valeur ne soit pas la même, je comprends que le taux, cela interpelle, et vous y avez très bien répondu. Le raisonnement de l'auteur va être un raisonnement d'auteur, c'est-à-dire qu'il va se dire, j'ai créé une œuvre de l'esprit, le livre papier me rapporte en fonction du taux de 8%, 9%, telle somme, livre papier, pourquoi est-ce que sur un livre numérique, la même œuvre de l'esprit va me rapporter beaucoup moins? Ça va être ça notre raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas du tout se situer sur le même. Donc il faudrait effectivement arriver à s'entendre mieux. Parce que selon vous, les taux, ou alors je me trompe, mais je ne pense pas, les taux appliqués aux ventes numériques ne sont pas plus faibles que les taux appliqués aux ventes plus forts. Ils sont plus élevés, mais la valeur de vente du livre numérique est plus faible. Non, elles sont plus élevées. Enfin, moi, je tique depuis tout à l'heure, parce que pour moi, sur la fiction... dans ton genre et dans le mien, ils sont plus élevés. Ils sont plutôt plus élevés parce que précisément, il n'y a pas de frais de stockage, d'impression. C'est pour ça que les auteurs pensaient au moment où pouvoir obtenir des taux numériques beaucoup plus importants que ceux qui sont... Alors peut-être que ça date de la première génération des avenants numériques et qu'avec l'accord de 2014, maintenant, ça peut être soumis à une nouvelle négociation. Ils sont plus élevés, mais pas autant qu'on pouvait le penser. Non, parce qu'à un moment donné, quand on a... pour le numérique, c'est pas énorme.
Non, Non, parce qu'au début, effectivement, on a fait un raccourci, peut-être tous ensemble. C'était de se dire, fondamentalement, quand on fait du numérique, on économise les frais de fabrication et c'est une économie sèche et tout va bien. Et donc, il n'y a plus de stockage, etc. Il y a plus de... Mais en fait, il y a d'autres coûts qui s'installent dans le numérique, des coûts de plateforme de distribution, des coûts de fichiers, il y a d'autres coûts. Bon. Et donc, du coup, c'est pas une simple diminution des coûts de fabrication qui permettrait d'augmenter à due concurrence les taux de droit. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce qui fait que le droit perçu par l'auteur sur les ventes numériques est moins important que le droit perçu par l'auteur sur les ventes papier, c'est pas le taux de droit, c'est la valeur de l'objet numérique. C'est-à-dire on vend les livres numériques, la plupart du temps, à des prix moins élevés que les livres papier. Mais en réalité, c'est pas tant... les taux, les pourcentages, etc. En fait, je pense que ce qui manque à l'auteur, c'est un suivi et une explication de ces évolutions, de ces pratiques qui changent. Et ça, c'est vrai que c'est cette cellule dont vous parlez au niveau du SNE, où l'auteur pourrait venir se renseigner, essayer de comprendre, qu'on lui explique. Ça serait précieux parce que l'auteur se sent déjà en position de dépendance de son éditeur. Après avoir, je l'ai déjà dit, l'auteur a travaillé seul dans son coin et voilà, l'éditeur, le moment arrive où évidemment qu'il est en position de dépendance et en plus il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi ce taux. Voilà. Donc je pense que là, ce qui manque vraiment sur ces nouveaux usages, en particulier le numérique, c'est une information claire. Et ça, je pense que les éditeurs doivent faire cet effort d'expliciter, en fait, tout simplement, de dire bon voilà, on a décidé ça, c'est pas une décision arbitraire, on a calculé ci, on a calculé ça, et on en est arrivé, voilà, à ce compromis qui nous paraît juste. Bon, et comme vous dites, après on peut toujours négocier. Mais déjà, une mise à plat de ces nouvelles pratiques, ça serait quand même précieux. Oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'est un raison. Blocage qu'on est dans les discussions sur la rémunération, au-delà du principe. On a entendu les positions de principe du SNE de dire que ce n'est pas vraiment dans le cadre des négociations qu'on devait parler des niveaux de rémunération. Mais en revanche, c'est quand même quelque chose. C'est que comme l'éditeur a une ça c'est très important, a une réflexion macroéconomique de son secteur. Je fais très court, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais si j'ai 10 bouquins qui me rapportent des fortunes, je peux bien en sortir des centaines qui ne me rapportent rien, je vais y arriver. L'auteur, qui est dans le 178e au fond du top 50 du livre, il ne va pas être d'accord avec cette idée que parce qu'il y en a un qui marche très bien, lui, il va pas marcher bien. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher l'analyse macroéconomique des éditeurs qui tient la route, que je peux... Alors là, je crois qu'on peut tous le tenir. On voit très bien ce qu'il en est. Les coûts, etc. Donc il y a un système macroéconomique du producteur qui va, lui, savoir que sur je dis n'importe quoi, sur 200 livres, s'il y en a 10 qui marchent bien, grosso modo, il va s'en sortir. Et il y a l'analyse, j'ai envie de dire, microéconomique, où l'auteur regarde son nombril et se demande si, à la fin du mois, il va pouvoir à peu près gagner autre chose que moins que le SMIC. Et ça, il faut que tout le monde fasse. Et ça, il faut que tout le monde fasse un effort. Et dans les négociations, pour l'instant, là où je ressens une frustration, ça va peut-être s'arranger, puisqu'on va avoir des cas pratiques, nous a dit le SNE, si j'ai bien compris, on va travailler sur des cas, et on va nous montrer le point mort de tel et tel ouvrage, etc. C'est très important, parce que ça répond à ce que dit Isabelle, qui est déjà de comprendre, parce qu'on ne peut pas juste nous dire, j'ai travaillé dans un autre secteur, mais vous avez raison, on ne peut pas juste dire, le numérique, ça coûte très cher. C'est vrai que ça coûte cher. C'est sûr, vous avez des frais. Moi, je l'ai parfois dit à des auteurs aussi. Je dis, il ne faut pas croire que parce que c'est le numérique, ça ne va plus coûter cher parce qu'il n'y a plus d'impression. Mais en revanche, il faut que vous sortiez aussi de cette logique et que chaque auteur comprenne bien ce que son livre coûte ou ne coûte pas. Et ça, je crois que c'est très important. Et l'analyse macroéconomique qu'on a dans les négociations bloque aussi beaucoup la compréhension. Et ça, il faut sortir de cette opposition entre un discours macroéconomique qui peut tenir la route, le discours de l'auteur qui est parfaitement légitime, et il faut trouver le point d'équilibre. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'on le trouve. Je rebondis sur ce que dit Hervé. Effectivement, c'est important de pouvoir avoir ces études macroéconomiques ou économiques. On a une déception quand même. On avait la possibilité, il y avait une étude jeunesse pour le secteur jeunesse qui a été lancée par le ministère de la Culture, donc financée par le ministère de la Culture en 2019 et qui n'a pas abouti. C'était une étude jeunesse qui devait expliquer, en partie éclairer pourquoi les taux de rémunération sont si bas
en jeunesse par rapport à d'autres genres. Or, il y avait 3 volets qui étaient prévus, le volet auteur, le volet éditeur, le volet libraire. Il y a un volet, le volet éditeur n'a pas été... On a à l'heure actuelle 2 études qui sont lancées. Une étude globale sur le secteur d'édition avec une segmentation par genre éditoriaux et qui doit nous permettre d'avoir une visibilité sur ce qu'on pourrait appeler le partage de la valeur, c'est-à-dire la manière dont les droits d'auteur se situent par rapport à ce qui est dégagé comme surplus par l'éditeur. C'est vrai qu'on est dans une économie qui est structurée autour du prix public du livre, donc on a spontanément tendance à rapporter les droits d'auteur au prix public du livre. Le prix public du livre, il n'est jamais perçu par l'éditeur. Et si on veut avoir une vision cohérente du partage de la valeur, il faut arriver à descendre au niveau qui permet de couvrir, on va dire, les frais qui ont autorisé. Voilà, une sorte de coût complet. Voilà. Donc on est en train de travailler sur cette étude avec l'objectif d'avoir des résultats cet été et avec en fait un échantillon qui couvrira l'essentiel du chiffre d'affaires du secteur. Et juste d'un mot pour passer la parole à Benoît, on a par ailleurs lancé une étude dont tu vas parler, qui a une approche beaucoup plus précise sur la bande dessinée et qui permettra d'avoir une vision à la fois macro et micro sur la manière dont se forme la valeur dans le secteur. C'est pas tout à fait sur la manière dont se forme la valeur du secteur, mais c'est sur la manière dont, sur le poids de la création dans le chiffre d'affaires des éditeurs du secteur de bande dessinée. Parce que comme vous le savez, là ça revient un peu sur une discussion ou un sujet que vous disiez, c'est pourquoi il y a des disparités dans les différents genres en matière de taux. Il y a des questions là-dessus. Pourquoi il y a des disparités ? Pourquoi il y a des disparités ? Parce que les genres éditoriaux n'ont pas la même façon de fonctionner. Parce qu'il y a des disparités dans la création des différents genres éditoriaux. Créer une encyclopédie, c'est pas pareil que écrire un roman, qui n'est pas pareil que faire une bande dessinée. Quand vous écrivez un roman, vous avez un auteur qui écrit son roman pour la partie créative. Quand vous avez fait une bande dessinée, vous pouvez avoir un scénariste, un dessinateur, un coloriste. Donc il y a toute une création qui n'est pas faite pareil. Et puis quand vous faites un beau livre, il y a aussi des achats de droits de photographie, parfois, des agences de photos, etc. Bon, bref. Chaque genre a sa modalité de création. Et donc comme chaque genre a ses modalités de création, chaque genre a son économie propre. Et en plus, chaque genre s'adresse à un marché qui n'est pas exactement le même. Donc ça crée des différences. Donc nous, ce qu'on voulait savoir, pour boucler avec ce que dit Renaud, en bande dessinée, c'est fondamentalement dans notre genre bande dessinée, que pèse réellement la création, c'est-à-dire scénariste, dessinateur, coloriste, dans le chiffre d'affaires net que les éditeurs de bande dessinée génèrent avec la vente des livres, pour qu'on ait des chiffres qui soient vérifiés, intangibles et qu'on puisse partager avec les auteurs de bande dessinée pour leur dire voilà, la réalité de nos comptes, c'est ça. Et évidemment, intégrant la question des avaloirs, qui dans notre métier de la bande dessinée, dans notre genre de la bande dessinée, sont une question très importante pour les auteurs, notamment scénaristes, dessinateurs, qui vivent de ça. Voilà. Je voudrais juste, si vous permettez, une phrase juste sur ce que vous disiez, Hervé, sur la vision macro des éditeurs. Je suis d'accord avec votre constat de dire quelques livres financent à peu près tout le catalogue des éditeurs. C'est une réalité, c'est comme ça que ça marche. C'est une économie du comment dire, voilà, du courant, voilà, c'est quelques livres à succès financent la capacité des éditeurs à faire tous les livres qu'ils éditent. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous le dites, quand vous dites, pardon, excusez-moi, l'éditeur dit ce n'est pas grave, chaque livre pour l'éditeur est important parce que derrière ça, il y a une relation humaine et il y a quelqu'un qui va aller voir un auteur. Oui, c'est pas ce que j'ai voulu dire. D'accord. Voilà. Alors si c'est pas ce que vous avez voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je m'arrête là, mais c'est pas là. En effet, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Même si je disais c'est pas grave. Je voulais dire qu'au fond, sur le plan macroéconomique, ça permettait quand même à l'entreprise de s'en sortir. Là où l'auteur individuellement pouvait avoir du mal. C'était pas cynique. C'était pas du cynisme de l'éditeur qui dit j'en ai rien à faire. Je préfère qu'on c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, une fois. Il rendait compte aux auteurs. Non. L'éditeur qui a publié ces 200 livres croyait dans ces 200 livres. Non, mais c'est parce que... Et les 20 qui ont marché parmi les 200... Grâce aux 20 qu'il peut faire les 180. Ne les connaissaient pas par avance. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voilà, parce qu'en effet... L'éditeur, on ne sait jamais quel livre Non, c'est vrai. Je comprends. C'est encore une industrie créative. Excusez-moi, Christophe Hardy. Pour rebondir sur ce que dit Benoît, sur la spécificité des genres, je comprends très bien ça. Je reprends un point de vue d'auteur. Il se trouve que j'ai publié en littérature jeunesse et littérature générale.
j'écris un texte, je le propose à un éditeur jeunesse, je le propose à un éditeur général. L'éditeur jeunesse va me proposer un contrat systématiquement 6% de droits. Le même texte, si je le propose en littérature générale, il va me proposer 8, 9, 10%. Alors, vous me dites, c'est des modèles économiques. Moi, j'ai tendance à dire, c'est pour moi incompréhensible, c'est des habitudes aussi. Enfin, je pense qu'il y a des habitudes éditoriales qui ont transformé les habitudes prises, notamment en jeunesse, en modèle économique jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a été si déçus par le fait qu'il n'y ait pas cette étude jeunesse, on a perdu sans doute du temps, n'ait pu aboutir parce qu'on attendait vraiment des résultats probants et éclairants. On était tout à fait disposé à comprendre ces taux, si tant est qu'ils soient explicables. Mais en tout cas, c'était important qu'on puisse avoir un éclairage économique là-dessus. Et donc, moi, j'ai cet exemple de... Alors, je vous donne un exemple sur que du texte, pour en jeunesse, mais ça arrive, ça correspond à beaucoup de textes. Mais là, pour le coup, alors, en tant que coprésidente du groupe jeunesse, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent abordée et dont on a débattu, y compris dans le cadre de l'initiative du ministère de la Culture quand ça a commencé à se mettre en place. Et je vous rejoins pour dire qu'il y a eu des habitudes qui, à mon avis, s'inscrivent dans l'histoire de la littérature jeunesse comme infra-littérature, on va dire, quelque chose de moins considéré, qui était vendu à des prix inférieurs, et donc on payait les auteurs moins. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en cours de transformation. J'entends parfaitement la frustration que vous avez par rapport à cette étude qui n'a pas abouti, mais qui pourra aboutir dans un cadre élargi. Et vraiment les contrats qu'on signe en termes d'éditeurs de romans jeunesse et ados, maintenant démarrent systématiquement à 7 ou 8% et ont des paliers, comme ça a été le cas quand on achetait des textes à l'étranger. Et un obstacle est devenu un atout, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup reproché de mieux traiter les auteurs qu'on traduisait que les auteurs français, mais en définitive, ça a eu la vertu d'initier dans les contrats pour les auteurs français le système des paliers et de la négociation des droits. Donc il y a vraiment eu des choses qui se sont mises en place et c'est vraiment en cours de transformation. Et je pense que vraiment, le temps où on disait « Ah bah oui, les auteurs jeunesse doivent être payés moins cher parce que les livres sont vendus moins cher », non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les livres étaient vendus trop peu cher et donc l'éditeur n'arrivait pas à s'y retrouver, donc il rognait sur la part auteur. Et là, maintenant, il y a une reconnaissance de la littérature jeunesse. De plus en plus, on voit qu'avec la BD et le manga, c'est le secteur dynamique du marché qui se porte bien. Il y a un enjeu quand même autour de la lecture et de la jeunesse qui est de plus en plus important pour que la grande cause nationale de la lecture soit une réalité. On y travaille et vraiment au sein du groupe jeunesse, c'est un sujet dont on discute pour autant qu'on puisse le faire en préservant les clauses de confidentialité entre les concurrents. Mais je trouve que c'est bien que vous le mentionniez parce que ça a été une réalité inscrite dans des habitudes et dans une culture et une appréhension de la littérature jeunesse qui, je pense, est en train de se transformer. J'aimerais qu'on puisse avancer parce qu'on n'a pas du tout abordé la troisième thématique sur l'information. On en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu pas mal de choses. En revanche, lors de l'enquête, 56% des auteurs ont écrit à leurs éditeurs au moins une fois pour réclamer le paiement des droits. On l'avait déjà abordé, Hervé. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour qu'il y ait plus ces besoins de quémander aux auteurs les droits? D'abord, c'est les éditeurs qui, encore une fois, doivent avoir des bonnes pratiques. Je crois qu'on est clair. Ces questions-là, c'est de savoir si une profession va s'aligner sur les bonnes pratiques de ses membres. Parce qu'il y a toujours un paradoxe. Parfois, vous êtes devant un éditeur qui vous dit « Mais moi, je le fais. » Bah alors, puisque vous le faites, les autres peuvent le faire. Donc c'est ça en fait, c'est d'arriver. Et alors de ce point de vue-là, un syndicat, j'en ai dirigé un dans un autre secteur, je le sais, a ce rôle à jouer en interne. Je ne doute pas que le CNE essaye de le faire, mais il faut le faire de façon très volontariste. C'est-à-dire que dans l'audiovisuel, on travaille un peu différemment. On crée des chartes avec les producteurs. C'est un peu différent de l'écrit, mais l'idée est la même. L'idée est la même. C'est que les bonnes pratiques existent. Donc, il faut que ces bonnes pratiques existent. Il faut que le SNE soit très volontariste avec ses membres. Ils savent très bien, dans un syndicat, je peux vous le dire, tout le monde sait très très bien qui travaille bien et qui ne travaille pas bien. Tout le monde le sait.
C'est pas la peine de faire une... Voilà, personne n'a besoin d'espionner personne, ça se connaît, c'est connu comme le loup blanc, tout le monde sait très bien quels sont les meilleurs et les moins bons élèves. Il faut donc développer de la part du SNE, et ça, nous les auteurs, on est obligés d'attendre de voir si le SNE va permettre à ses membres de développer de bonnes pratiques, donc on tient au SNE. On a au moins une chance dans ce métier, c'est qu'il y a un syndicat puissant, uni, non mais ça c'est vrai, le métier est quand même très bien structuré, donc il faut qu'on en profite, et il faut dire au SNE, on vous prend à votre propre jeu, vous êtes puissant, vous voulez être puissant, vous êtes là pour représenter l'ensemble de l'édition, donc vous devez faire ce boulot. La deuxième chose importante, c'est une réponse partielle, moi je crois beaucoup aussi à la nécessité d'avoir des comités de suivi. Je trouve qu'on n'en a pas assez. Des comités de suivi, qu'on ne se réunisse pas uniquement quand ça va mal, mais qu'on sache se réunir régulièrement pour faire des suivis, pour que justement on sache ce qui doit être amélioré quand on a signé des accords. Et il faut aussi mettre en place des commissions de conciliation, des commissions qui viennent résoudre les problèmes. Et je pense que ça c'est fondamental. Dans le duel, ça se fait un petit peu plus, mais je pense que c'est ça. Donc une fois qu'on a fixé dans les accords les principes, il faut un cadre très strict de suivi et de contraintes en quelque sorte, parce que si vous n'avez pas de suivi, c'est toujours le problème de ces accords, de ces chartes, on peut appeler ça comme on veut, même s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de pression, eh bien effectivement, on obtient des résultats qui éventuellement s'améliorent, mais avec une lenteur désespérante, et c'est ça. Donc c'est compliqué, mais c'est une vraie volonté politique. Je crois que le SNE, enfin le président du SNE semble, Vincent Montagne et le SNE là, mais il faut être très actif là-dessus, parce que sinon on a un peu l'impression du coup que c'est un peu un marché de dupes, si vous voulez. C'est qu'on signe des choses. Mais l'exécution, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'insiste énormément là-dessus. Non, je crois que pour que effectivement les choses avancent, il faut de la stimulation. Mais je pense que vous en êtes l'illustration, cette stimulation. Les éditeurs l'ont très clairement. Il faut de la détermination et les éditeurs à travers le SNE ont cette détermination. La manière dont le syndicat de l'édition s'est engagé dans les discussions l'an dernier, la manière dont il s'engage dans les discussions qui débutent, avec un appel à des ressources importantes, des réunions avec des groupes de travail de 10 à 15 personnes pour préparer les prochaines réunions. Il y a une vraie détermination, et il y aura une vraie détermination une fois que les bonnes pratiques auront été déterminées, pour à la fois les faire connaître et faire comprendre les enjeux qui sont associés à l'application de ces bonnes pratiques. Mais je crois que cette prise de conscience, elle est déjà assez forte. Alors évidemment, il faut que ça se propage, il faut que tout le monde prenne la mesure de ce qui est en jeu, mais en tout cas, cette détermination, nous l'avons. Parce que c'est vrai, ce qui est très compliqué, je termine là-dessus, c'est très difficile pour un auteur individuel j'ai envie de dire, même d'agir de façon pré-contentieuse, voire contentieuse avec un éditeur. Donc, l'éditeur est toujours en position de force de ce point de vue-là. C'est pas qu'on lui reproche, c'est une réalité, c'est comme... voilà, c'est une réalité. Il y a le petit et le fort, le faible et le fort. C'est pas de dire que tous les éditeurs sont forcément... parce qu'ils seraient forts, ils seraient méchants et pas gentils ou pas... C'est ridicule, ça. C'est juste que la position elle-même est déséquilibrée. Donc l'éditeur, d'une certaine façon, a un devoir particulier. Parce que la partie auteur est faible. C'est pour ça que les résiliations de plein droit, c'est un truc très important. Tout ce qu'on a discuté il y a plusieurs années là-dessus, c'est extrêmement important. Le livre qui n'est pas exploité, qui est mal exploité, il faut bien que l'auteur il fasse quelque chose là-dessus. Voilà. Et les commissions de conciliation peuvent aider, mais c'est évident. Il n'y a rien de plus pervers qu'un éditeur qui fait pas trop bien son boulot, mais il y en a quelqu'un qui peut laisser un peu courir leur fond de catalogue sans trop s'en occuper. Qu'est-ce que fait l'auteur? Rien. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi des pratiques. Et ça, c'est fondamental de les suivre. Et donc, pas de négocier une fois pour toutes, et puis on est content, on négocie, on va voir la ministre, on a signé, tout le monde est content, la ministre la première, parce qu'elle dit, voilà, regardez, la politique du livre, c'est merveilleux. Et puis derrière, on est là, et puis on garde... Voilà. Donc moi, je tiens beaucoup aussi aux outils, mais ça, on le sait, aux outils de suivi. Voilà. Voilà. Il y a un sujet qui est revenu pas mal, un peu en marge de ce sondage pour les auteurs, c'est le pilon, l'éditeur qui a le droit de vie ou de mort de l'œuvre. Le droit de vie ou de mort. L'œuvre, elle est rendue à l'objet physique. Est-ce qu'il y a une possibilité, et vraisemblablement des auteurs s'en émeuvent, est-ce qu'il y a une possibilité que l'auteur ait un droit de regard sur le pilon, ou c'est déjà fait, il y a déjà des
des lignes. Je ne crois pas qu'il y ait un éditeur qui envoie avec de gaieté de cœur des ouvrages au pilon. Donc la question, c'est effectivement le fait qu'il y a il arrive que devant l'insuccès d'un ouvrage, une mise au pilon soit nécessaire. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment l'information de l'auteur, elle est requise. Voilà. Et les droits sont de facto restitués à l'auteur. Elle est obligatoire, mais dans l'usage. Alors, ça dépend si c'est un pilon complet ou un pilon partiel. Mais pour un pilon complet, les contrats sont clairs. Il me semble que le Conseil permanent des écrivains avait demandé la possibilité d'avoir un certificat de pilon. Ça clarifierait les choses d'une manière. Si on pouvait adresser à un auteur ce document, à mon avis, il serait très rassuré. Ça serait un élément de transparence de l'information qui serait très, très, très efficace. Je crois qu'il y a dans les rééditions de compte des éléments liés au stock. Donc, et l'évolution des stocks. Et mais c'est du pilon partiel dans ce cas-là. Un certain nombre d'exemplaires sont partis. Là, vous parlez du pilon total, mais je pense que quand un éditeur pilonne totalement un stock, en fait, ça s'accompagne d'une information à l'auteur qui peut, dans certains, et je pense peut-être même tous les contrats, demander à l'auteur s'il ne veut pas racheter son stock. C'est pour ça que c'est important que l'information aille vers l'auteur. Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Donc racheter son stock, bien sûr. Et en définitive, ce qui est bien normalement la bonne pratique, mais effectivement, encore faut-il s'assurer qu'elle est pratiquée pour que l'auteur puisse récupérer son stock et évidemment éviter le pilon si l'auteur le souhaite. Mais Renaud l'a dit, quand on pilonne, c'est une décision de gestion qui est liée à un acte de mévente qu'on regrette tous. Voilà, je ne connais pas d'éditeurs dans les maisons d'édition qui sautent de joie à l'idée, tiens, je vais pilonner. Et puis même parfois aussi, parce qu'on sait qu'on a aussi nos comptes à rendre à nos auteurs, c'est compliqué d'expliquer à un auteur, j'ai pilonné, parce que le pilon, c'est un synonyme d'échec. Alors, ce n'est pas un échec total, parce que parfois on a surtiré pour des raisons, parfois on a mis en place pour d'autres raisons, et puis le marché n'a pas absorbé tous les stocks, tous les exemplaires qu'on a mis en vente en librairie. Mais même ça, même si c'est un succès derrière, même si on a vendu plusieurs milliers d'exemplaires de l'album, le fait d'avoir mis en place, mais de ne pas avoir vendu à la hauteur de la mise en place, il peut y avoir un sentiment d'échec partagé entre l'éditeur et l'auteur. Et donc, du coup, pilonner, c'est forcément une décision qui est difficile à prendre et à exécuter. Donc, effectivement, je pense que dans les réductions de compte, quand c'est partiel, et dans la capacité à l'auteur de récupérer ses stocks quand c'est définitif, je pense que la règle est là pour que l'information circule. Après, il y a des questions de pratique. Absolument. Mais nous, on regrette. Alors, je vais vous dire, je crois, je parle pour mes confrères, mes collègues, pardon, mes confrères, mais je crois ici, en fait, on est là parce que nous, on plaide pour les bonnes pratiques. Parce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que toutes les mauvaises pratiques nous desservent. Ah oui, ça c'est voilà. sûr. Donc, objectivement, nous, les mauvaises pratiques jettent un discrédit sur l'ensemble d'une profession qui, en définitive, essaye de faire son métier le plus correctement possible, en transparence avec des auteurs, parce qu'encore une fois, on fait un métier de relations humaines. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais non. L'importance des commissions. Et... Donc, on souhaite lutter contre les mauvaises pratiques. Après, les moyens qui sont les nôtres ne sont pas des moyens de coercition. Non, mais malgré tout, je parle pas, malgré tout, un syndicat, des chartes internes d'un syndicat, des bons comportements professionnels, c'est vraiment le rôle d'un syndicat, et vous le savez. Donc, là-dessus, sur les comportements professionnels, ça peut aller assez loin dans un syndicat. Je ne sais pas si je sais pas par exemple si les éditeurs qui adhèrent au SNE ont une charte des bonnes pratiques, ça serait, je ne veux pas parler à votre place, c'est ridicule, mais je veux dire, cet esprit-là peut aider, vous voyez, ça peut, à l'intérieur même du syndicat, ça peut aider au bon sens du terme. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression de dire au SNE ce qu'il faut faire, donc je ne veux pas le faire, mais c'est intéressant, vous voyez, ce genre de pratique. Parce que c'est vrai, vous avez raison, il suffit parfois de comme dans le monde est ainsi fait, que dans n'importe quelle profession, il y a des gens plus ou moins professionnels, plus ou moins qui se comportent plus ou moins bien, et ça rejaillit sur l'ensemble. C'est bien ce qu'on constate. Alors, qu'en est-il du rapport Racine pour une meilleure rémunération des artistes de BD ?
Je ne sais pas vous répondre à ça, parce qu'en définitive, les choses ont évolué depuis, d'autres discussions se sont installées, un accord entre les SNE et les syndicats d'auteurs a été signé en décembre 2022. Il y a des discussions c'est pas spécifiquement sur la bande dessinée, mais le rapport Racine n'était pas spécifiquement sur la bande dessinée. C'était sur l'artiste-auteur en général, et donc du coup, il n'y a pas segmenté sur ces discussions-là pour l'auteur de la BD. Mais, je voudrais juste finir, il y a quand même une avancée qui a été faite effectivement pour les auteurs et les festivals de bande dessinée, et qui a donné lieu à beaucoup de discussions, et de discussions longues, mais nous y sommes arrivés, c'est la rémunération des dédicaces des auteurs de bande dessinée en festival de bande dessinée. Donc je dois dire qu'il y a eu quand même, suite à tout ça, des améliorations. Voilà, et donc les choses progressent. Mais sur la question du rapport Racine, il a donné lieu à d'autres discussions qui sont en train d'être menées. D'autres vont reprendre là sous l'égide du ministère de la Culture. Et donc du coup, mais ça concerne effectivement l'intégralité du monde de l'édition. Juste pour préciser par rapport au rapport Racine, il y avait 22 préconisations à la fin du rapport Racine. Sur ces 22 préconisations, 15 ont été reprises par le plan auteur de Roselyne Bachelot. C'était en mars 2021. Voilà, donc et certaines ont été mises en œuvre et d'autres sont en train d'être mises en œuvre. Donc le rapport Racine, contrairement à ce qui avait parfois été dit, n'a pas été enterré, mais il y a eu 15 des préconisations qui ont été reprises et intégrées au plan auteur de Roselyne Bachelot. On en a parlé en début d'entretien. Je repose la question. Aujourd'hui, un auteur a-t-il plus de marge pour négocier son contrat d'édition, durée, conservation de droits, numérique, promo? C'est ce qu'on disait au début. On a déjà un peu répondu en disant qu'il y a deux soucis. D'abord, qu'il soit lisible et compréhensible. Après, effectivement, l'auteur a une marge, je pense, plus ou moins étendue de négociation en fonction du poids qu'il représente, enfin, sans vouloir... voilà. Et après, moi, il faut conseiller aux auteurs, de notre côté, de consulter et la GDL ou la SCAM, etc. Et puis, parfois, pour certains, de ne pas hésiter à avoir des conseils extérieurs. Et ils le font, puisqu'on voit que 40% font lire leur contrat par les autres. Je voulais juste ajouter que c'était intéressant d'entendre les éditeurs qui nous disent on est prêt à discuter avec nos auteurs des contrats que nous signons et que nous leur proposons de signer. Donc je pense que ce qu'il faut dire aux auteurs, c'est n'hésitez pas à négocier votre contrat et à en discuter avec votre éditeur. Et puis aussi, venez voir les sociétés d'auteurs, dans la SCAM et la GDL, qui ont des services juridiques et qui permettent aussi aux auteurs de décrypter leurs contrats et de comprendre en fait ce qu'il y a derrière les articles, ce qui est vraiment dit derrière le terme juridique. Et ça, avec ces deux armes, ça peut quand même aider. Souvent, on conforte certaines clauses en disant c'est normal que vous signiez ça. Voilà. Ce que je voulais rajouter sur la marge de négociation des contrats, en fait, ce qui donne aussi un pouvoir de négociation à l'auteur, c'est la capacité à aller voir d'autres éditeurs. Voilà. Donc je pense que le dynamisme d'un secteur d'activité éditoriale permet aussi fondamentalement de faire jouer ces marges de négociation. En bande dessinée, nous avions fait une étude. Aujourd'hui, sur 400 éditeurs que l'on qualifie d'actifs, c'est-à-dire qui ont une vraie activité d'édition de bande dessinée avec un certain volume de chiffre d'affaires annuel, 300 existent depuis moins de 10 ans. Donc ça veut dire que... alors il y en a qui sont créés, d'autres qui ont disparu, etc. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai dynamisme en bande dessinée, par exemple, que le genre que je connais le mieux, pardon. Et aussi, on voit régulièrement des maisons d'édition qui lancent des segments bande dessinée ou des nouvelles maisons d'édition bande dessinée qui se créent. Et ça permet aussi de rééquilibrer un peu la relation que vous évoquiez tout à l'heure, à juste titre, et de donner la possibilité aux auteurs d'aller frapper à différentes portes s'ils se sentent injustement traités. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une liberté dans un écosystème qui est ultra compétitif. En littérature jeunesse ado, c'est le cas aussi. L'ouverture de nouvelles collections, segments, imprint, comme on dit. Et moi, j'ai le sentiment que finalement, ce dynamisme autorise une relation beaucoup plus désinhibée
On est moins devant la statue du commandeur, même si effectivement il y a quelque chose où on se sent dans une dépendance par rapport à l'éditeur. Il y a quand même une relation qui est basée sur davantage de dialogue et on va aller dans ce sens-là. Je pense qu'on a tous à cœur de conserver cette posture et on voit arriver, alors moi dans mon périmètre de littérature ado, je vois arriver des auteurs extrêmement jeunes qui ont tout à fait conscience de ce que peut représenter leur œuvre parce que par ailleurs ils sont très présents sur les réseaux sociaux, donc ils ont déjà des lecteurs affiliés, si j'ose dire, et ils sont très conscients que si ce qu'on leur propose ne leur convient pas, comme le dit Benoît, ils vont voir ailleurs. Et ça permet aussi du dialogue et ça rejaillit sur des auteurs qui auront peut-être moins de facilité, mais qui vont se dire, parce qu'ils communiquent tous beaucoup entre eux aussi, au sein des chartes, au sein des syndicats. Donc je pense quand même qu'il y a aussi une évolution dans la relation éditeur-auteur qui est nette sur ces dernières années. Je crois que c'est 67% des sondés qui disent qu'ils ont une bonne relation éditoriale. Ça se passe plutôt bien pour ce qui est du travail lui-même et du contenu. C'est ensuite, finalement, que En fait, les auteurs, ils sont meilleurs en lettres qu'en chiffres. Donc, voilà. Qui laissent des talents aux autres. Une autre question. Signer pour un contrat jusqu'à 70 ans après la mort d'un auteur, n'est-ce pas un peu dépassé ? C'est sûr que c'est long. C'est long. C'est-à-dire, juste avant sur le principe, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, le contrat d'édition, systématiquement, la durée de cession, elle correspond à la durée de la propriété littéraire artistique. Et c'est pas un impensé, mais c'est quelque chose qui jusqu'à présent allait de soi. Alors que c'est vrai que ça ne va pas de soi forcément. Si vous dites à votre éditeur, je suis d'accord avec tous les termes du contrat, juste une chose, j'aimerais qu'on signe pour 15 ans. Mais il va vous dire, jamais de la vie. Ça n'est aujourd'hui pas recevable. Or, il y a certains agents qui vous disent, mais par exemple, les agents américains, pour eux, ça leur paraît hallucinant qu'on s'engage pour toute notre vie et 70 ans après notre mort. Aux États-Unis, par exemple, on signe pour une durée, voilà, ça se négocie, c'est pas 10 ans, 20 ans, ce qu'on estime être la durée d'exploitation de l'ouvrage. Mais en France, on a cette espèce d'impensé qui date d'ailleurs des fondateur de la SGDL, d'une certaine manière. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire, toute la vie plus 70 ans, que sera devenu l'éditeur? C'est là, la question est celle-là aussi. Je pense que poser la question comme ça, effectivement, on peut paraître 70 ans après ma mort. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a dans la réglementation plein de façons il y a un certain nombre de façons de sortir du contrat. Je pense que s'il y avait, ça serait insupportable s'il n'y avait aucune possibilité de sortir du contrat. Mais là, je suis d'accord, ça serait insupportable, parce que ça voudrait dire, fondamentalement, on est pieds et mains liés, et puis si l'éditeur ne fait plus rien, voilà. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, la réglementation prévoit la capacité pour l'auteur de récupérer ses droits, s'il estime que l'éditeur n'exploite pas ou n'exploite plus son œuvre. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder ça d'une façon absolue, il faut regarder ça aussi au regard de tout ce que la loi, ou la réglementation, permet, parce que dans le code de la propriété intellectuelle, je suppose, donc la loi, permet pour sortir du contrat. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important, pardon. Non, mais je t'en prie, moi je trouve qu'il y a une des décisions qui a été adoptée en décembre, alors qui concerne une profession d'auteur dont on parle moins mais qui est importante, et il y en a peut-être qui nous écoutent, c'est les traducteurs. Et une des dispositions qui fait que quand un éditeur perd les droits d'exploitation d'une œuvre, le traducteur peut récupérer ses droits et du coup céder à nouveau sa traduction au nouveau nouveau détenteur des droits et au futur éditeur. Je trouve que là, on exprime bien ce que vient de dire Benoît, c'est-à-dire que le traducteur, lui aussi, il cède pour la PLA. Mais si l'œuvre n'est plus exploitée, il récupère son œuvre et il peut la céder ailleurs. Et ça, je pense que c'est vraiment exemplaire de l'attitude de la profession par rapport à cette problématique et donc à la question posée. Ce qui veut dire que les lignes bougent, donc il y a de l'espoir. Bien sûr, on a défini dès le début. Une autre question, comment reprendre ses droits auprès d'un éditeur? Comment reprendre ses droits auprès d'un éditeur? Il faut les demander et avoir les raisons. Tout est dans le contrat. Là-dessus, c'est écrit, généralement. Les conditions de récupération de ces droits, c'est-à-dire qu'on fait, généralement, on écrit une lettre recommandée à son éditeur en disant, voilà, j'ai constaté que mon livre n'était plus exploité, qu'on ne pouvait plus se le procurer dans son édition courante. Je vous demande donc de me restituer mes droits.
Généralement, dans la semaine qui suit, vous recevez une petite lettre qui vous les rend. Voilà. Alors, de ma courte expérience, Ça par m'est rapport à arrivé certains, récemment, c'est pour ça que je sais on le rend faire. des droits tous les ans. Tous les ans, un éditeur, je ne peux pas parler pour tous les éditeurs, mais de ce que je connais moi, tous les ans, ça nous arrive de rendre des droits. Si le livre n'est plus exploité. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette question de l'impression à la demande, ça fausse un tout petit peu. Il faudra de toute façon qu'un jour on discute de ça entre auteurs et éditeurs, mais tout est écrit dans le contrat. C'est l'avantage du contrat. C'est peut-être parfois en tout petit corps, mais généralement tout est précisé. Une question technique. Un contrat forfaitaire et un contrat de droit proportionnel peuvent-ils coexister pour un même auteur sur une même œuvre ? Ah bah non. Non, alors je pense que là, la question, la personne confond forfait avec avaloir. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Parce que sinon, c'est pas Si possible. c'est proportionnel, c'est illégal. proportionnel. C'est pas légal. Je sais pas. Enfin, attention, Après, il peut y avoir un contrat de rémunération forfaitaire dans certains cas. appuyé sur un tirage. Et donc, qui correspond finalement à la rémunération, les deux en même temps. mais les deux simultanément sur une même Maintenant, la œuvre. rémunération forfaitaire dans C'est ces même, pays n'est bizarre, plus simple c'est que l'idée. si on ne peut pas définir autrement la rémunération. Donc c'est très spécifique. Non, il peut y avoir une rémunération forfaitaire sur certains par exemple des couleurs, etc., sur certaines contributions, mais ça n'empêche pas qu'il faut une rémunération proportionnelle. C'est ça que je... Oui. Oui, bien sûr. Oui. Non, puis il y a la question, je pense que c'est peut-être un traducteur qui pose cette question, je sais pas. C'est possible. Et une dernière, parce que les autres, on y a globalement répondu. Je pense, pardon, mais alors là, je parle sous contrôle. Je pense qu'un traducteur peut très bien toucher un forfait de traduction au feuillet et un taux. C'est ce qui se passe. Voilà, donc les deux s'additionnent dans le Oui, mais contrat. parce qu'en fait, le cas du traducteur, c'est un peu particulier parce qu'on lui paye son travail. Ce qui n'est pas le cas de l'auteur. Le travail lui-même n'est pas payé. C'est juste les droits sur les ventes qui sont rémunérés. Le travail du traducteur, la traduction est payée au feuillet, etc. Donc c'est un peu différent. Par quel moyen, on l'a aussi évoqué, par quel moyen juridique serait-il envisageable d'imposer aux éditeurs une réelle transparence des ventes ? Ça, c'est lié au book tracking. Alors, c'est un outil Le traçage, au niveau, un traçage plus au qui niveau existe aujourd'hui juridique. déjà. Imposer aux éditeurs, dès lors qu'ils détiendraient l'information, pourquoi pas. La question et l'enjeu, là, c'est d'arriver à mettre en place des systèmes permettant de collecter les données effectives de vente réelle en librairie. Il n'y a pas à l'heure actuelle en France, ça existe à l'étranger, mais il n'y a pas à l'heure actuelle de système généralisé de collecte des ventes réelles en librairie. Donc, et c'est le projet sur lequel on travaille, et avec évidemment comme deux objectifs. En fait, un premier objectif essentiel qui est la question de la transparence sur les ventes. Donc évidemment, si ces données sont collectées, elles seront mises à disposition. Et le deuxième, c'est de permettre d'améliorer l'efficacité économique de la filière en aidant les éditeurs à prendre des décisions avisées en matière de tirage ou de retirage. Et donc on y travaille véritablement de manière extrêmement déterminée également. Et j'ajoute sur ce sujet qui est le book tracking, c'est l'outil de suivi de vente de livres. C'est un sujet qu'on attend avec beaucoup d'impatience depuis des années. Et c'est vrai que le ministère de la Culture a décidé de s'en emparer il y a un an. Donc et maintenant, je pense que c'est un dossier effectivement sur lequel on espère Il faut qu'on arrive. Oui, aboutir. Enfin, en tout cas, on va lancer les choses là dans le mois qui vient. On devrait aboutir à quelque chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu des prolongations sur ces questions, sur des thématiques qu'on avait déjà abordées. L'échange y fut dense. Merci beaucoup. J'espère suffisamment clair pour vous. Merci de votre écoute. Merci. Et à très bientôt sur Livre Hebdo. Cette fois, c'est vraiment fini. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci.